Bienvenue à tous. Bienvenue à ce séminaire sur Windows Admin Center 2019. Je suis David Deniot, responsable client chez AnyService, et je profite de cette occasion pour vous présenter au nom de toute l'équipe AnyService tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2020. Oui, bonjour à tous, Bertrand Guaper, donc meilleurs vœux également. Je suis formateur depuis quelques années chez AnyService, spécialisé sur les technologies Microsoft, Windows Server Client et Azure. Et c'est donc dans ce contexte que je vais vous présenter avec David Windows Admin Center. C'est parti. Donc ce matin, nous allons voir ensemble ce qu'est Windows Admin Center, comment l'utiliser, enfin comment l'installer, pardon, comment le configurer et l'utiliser. Nous verrons également son intégration avec les services hybrides Azure. Vous découvrirez au fil de la présentation, comme promis, comme on l'a évoqué, 5 bonnes raisons d'utiliser Windows Admin Center. Alors bien sûr, ce sont 5 bonnes raisons, mais 5 bonnes raisons parmi d'autres. Et enfin, pour illustrer ce que nous aurons vu, Bertrand procédera à une démonstration, puis il se tiendra à vos dispositions pour répondre à toutes vos questions. Questions que vous pouvez poser à tout moment pendant la présentation à travers le chat à votre disposition. Allez, c'est parti Bertrand, c'est quoi Windows Admin Center? Alors, on démarre effectivement, merci David pour cette présentation, avec donc la présentation. Donc, Windows Admin Center, donc un projet Microsoft de console de gestion qui s'appelait au départ le projet Honolulu, qu'ils ont renommé en Admin Center, qui est un outil en fait développé, alors je pense de façon complémentaire aujourd'hui par rapport à des outils existants comme System Center, les outils ARSAT, etc. Peut-être à terme, cela deviendra un outil encore plus développé qui en remplacera certains. Mais aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que autant vous avez des outils comme le Server Manager, les outils ARSAT qui vous permettent de vous connecter et de faire des choses, autant le Windows Admin Center, lui, va prendre des fonctionnalités de ces outils-là et en ajouter des supplémentaires. Alors, déjà, quelle différence en tout cas entre Windows Admin Center et d'autres outils? La première différence, c'est qu'on est basé sur une console web. Donc l'idée ici, c'est qu'on va installer ce qu'on appelle la passerelle Windows Admin Center sur une machine qui peut être un Windows Server ou un Windows 10 client. Et on va ensuite se connecter sur cette passerelle via un navigateur Internet. Et ensuite, c'est grâce à cette passerelle que l'on va pouvoir administrer tout type d'infrastructure, donc Microsoft. L'intérêt ici, on le voit bien, étant qu'à partir du moment où on est sur une console web, eh bien, on va pouvoir s'y connecter en interne et décider de le faire qu'en interne, ou pourquoi pas, via une publication DNS, ouverture de pare-feu, etc., avoir même une connexion en externe, ce qui finalement permet d'avoir un outil de gestion de n'importe où, qu'on puisse utiliser de n'importe où, ce qui est déjà quelque chose d'assez intéressant. Donc, première bonne raison d'utiliser WAC, c'est la gestion via un portail web sécurisé. Exactement, puisque voilà, donc on a cette notion de portail web qui fait que qu'on décide de le publier ou pas, on pourra se connecter à partir de n'importe quelle machine sur cette passerelle pour pouvoir administrer son infrastructure, ce qui est quand même assez intéressant. Alors, autre intérêt, c'est qu'effectivement, on reste dans une philosophie microsoftienne, à savoir de l'interface graphique. Donc, Microsoft reste sur de l'interface graphique de type web, comme vous pouvez le voir ici via une capture d'écran, qui fait qu'on va retrouver cette philosophie avec d'ailleurs, soit dit en passant, des choses qui auparavant ne pouvaient pas se gérer graphiquement et qui, grâce à cette nouvelle console, maintenant, vont pouvoir l'être. Donc, bonne raison numéro 2, gestion graphique des environnements. Tout à fait, on reste dans cette logique microsoftienne, même si on peut continuer bien sûr le PowerShell, on a cette vision graphique qui est intéressante. Alors, qu'est-ce qu'on peut gérer avec Windows Admin Center? Eh bien, une infrastructure microsoftienne, ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas se connecter sur des machines Linux, par exemple. Probablement, enfin, on peut imaginer que ça viendra. En attendant, à partir de la console, on va pouvoir en revanche se connecter sur des serveurs donc de 2008 R2 jusqu'à 2019. Alors avec quelques petites contraintes, je dirais, ou fonctionnalités supplémentaires qui sont que, par exemple, pour un 2008 R2 ou un 2012, il faut installer le Windows Management Framework et le .NET Framework. Mais ceux-ci installés sur ces machines-là, on peut les administrer. Intéressant aussi, c'est qu'on peut administrer du serveur, mais aussi du client Windows 10, ce qui n'était pas possible, par exemple, avec le Server Manager.
On va pouvoir gérer ces clusters et surtout gérer des clusters convergés et hyperconvergés. Et puis, bien sûr, l'intégration au service hybride Azure aussi apporte des fonctionnalités supplémentaires qui n'existaient pas auparavant. Donc, bonne raison numéro 3, gestion de tout type de périphérique et infrastructure. Oui, c'est ça, c'est qu'on gère effectivement aussi bien du client, du serveur, que du cluster hyperconvergé, voire même bien sûr des machines dans Azure. Très bien, mais dis-moi Bertrand, seulement 4 diapos et déjà 3 bonnes raisons. Je me demande si on n'aurait pas dû en annoncer plus de 5. Non, mais c'est sûr qu'on pourrait, enfin, à mon avis, il y en a, oui, c'est vrai qu'il y en a pas mal. On a vraiment énuméré les quelques bonnes raisons de base, mais oui, je confirme qu'il y en a d'autres. Ok, donc plus sérieusement. Donc nous voyons mieux maintenant ce qu'est WAC, de sa genèse à sa finalité. Bertrand, tu vas nous expliquer comment l'installer. Oui, voilà, après cette présentation un peu générale, on va rentrer un tout petit peu plus dans le détail. Alors déjà, sur les scénarios de déploiement. Donc on a ici 4 scénarios de déploiement, même si effectivement, je le préciserai plus tard, mais il y en a un 5e qui peut être dans Azure. Alors ici, l'idée c'est quoi? Vous pourriez tout simplement installer cette notion de passerelle Windows Admin Center sur un Windows 10 et ensuite vous connecter à vos machines. Alors c'est possible. Aujourd'hui, c'est plutôt recommandé tout simplement pour faire du test. D'accord? Deuxième cas de figure, vous allez dédier une machine à l'installation de la passerelle et ensuite vous allez vous y connecter donc à partir d'un navigateur et ensuite par cet intermédiaire vous connecter sur vos différentes machines d'infrastructure. Troisième cas possible, ce qui est le cas que moi j'ai monté en labo et qui ma foi reste assez classique, ça va être de dire je prends un serveur effectivement que je vais dédier à ma passerelle, mais ce serveur dédié à ma passerelle non seulement administrera les machines, mais va pouvoir s'auto-administrer. C'est ça l'idée. Accessoirement, on voit bien que dans ces contextes, par contre, on n'a pas de haute disponibilité du service. Si la machine qui héberge la passerelle Windows Admin Center tombe, plus de gestion de l'infra, en tout cas par cet outil-là. Donc, il existe encore une option ici qui consiste, grâce à d'ailleurs un script fourni par Microsoft, vous avez un script qui va vous permettre d'installer la passerelle Windows Admin Center dans un cluster Microsoft en tant que service et qui, une fois déployé, va vous permettre de vous connecter sur votre passerelle en tant que service dans votre cluster. Et donc, vous avez à ce moment-là la haute disponibilité de votre service de passerelle. Donc voilà, en cas de problème, vous savez que vous pouvez toujours gérer votre infra, quoi qu'il arrive. Alors, dans cette continuité, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, la passerelle va s'installer donc sur du Windows 10, 17.09 et supérieur, du serveur 2016 et 2019. Donc, je répète, un script si vous l'installez dans un cluster. Vu qu'on est sur une console web, enfin sur une, l'administration web, vous aurez besoin d'un certificat. Alors, comme vous pouvez le voir ici sur la diapo, bon, là aussi, à des fins de test, Microsoft vous propose de vous générer un certificat auto-signé valable 60 jours pour faire vos tests de passerelle. Évidemment, en production, on installera un certificat soit émis d'une autorité AD, donc certificat web, tout à fait classique, ou alors, pourquoi pas un certificat acheté d'une autorité externe. Quoi qu'il en soit, ce sera donc l'empreinte, le thumbprint du certificat qui sera à renseigner à l'installation pour qu'il soit validé et que vous puissiez vous connecter de façon sécurisée. Au moment où votre certificat expire, vous relancez le processus d'installation, vous remettez l'empreinte et votre certificat sera mis à jour. Alors, quelques petits compléments ici, mais qui sont liés aussi à l'installation. Ça va être de considérer que la machine sur laquelle vous installez le Windows Admin Center va exécuter en interne et pour elle-même une commande WSMan qui va lui permettre d'autoriser ce qu'on appelle les Trusted Hosts, va activer les Trusted Hosts pour qu'elle puisse se connecter sur des machines distantes, que ce soit des clients ou des machines en workgroup. Alors, sachant bien évidemment que le WinRM, le service WinRM doit être activé sur ces machines à distance. Accessoirement, sur des machines serveurs,
il est recommandé d'installer le rôle de serveur de fichiers et le module PowerShell Hyper-V. Pourquoi? Simplement pour que, à partir de votre Windows Admin Center, vous puissiez administrer des fonctionnalités à distance via ces rôles-là. L'ouverture du port 445 pour tout ce qui est partage, mais qui va être activé sur le Windows Admin Center, qui doit être ouvert sur les machines Windows, mais qui l'est en général par défaut. Donc voilà quelques éléments liés au processus d'installation. Votre machine est installée, vous lancez votre portail web, et là, tout de suite, d'entrée de jeu, n'ouvrez pas avec Internet Explorer, ce n'est pas supporté. Vous allez avoir un message d'erreur. Les navigateurs supportés officiellement sont Edge et Chrome. Firefox n'est pas supporté officiellement, mais ça fonctionne. Vous aurez votre interface. Dans IE, rien, message d'erreur. Je vous disais tout à l'heure que vous avez un script de fourni pour l'installation en cluster. Vous avez également un script fourni par Microsoft si vous décidiez de déployer votre passerelle dans une machine dans Azure, dans une machine virtuelle dans Azure. Car après tout, vous pouvez tout à fait décider d'installer en local et d'administrer vos machines locales et ou des machines dans Azure. Vous pouvez tout à fait décider d'installer votre passerelle dans Azure pour administrer vos machines Azure et pourquoi pas, administrer aussi vos machines locales, en particulier par exemple via un VPN. Concernant les versions, Microsoft sortait pas mal de previews et puis ensuite des versions finales stables. Les versions preview étaient effectivement non supportées alors que les versions stables le sont. Là, effectivement, ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de version preview de sortie. Donc, notre dernière version stable, c'est la 19.10, donc 19.010, donc version d'octobre. Je vois qu'il y a une toute petite erreur, mais ce n'est pas grand-chose. Donc, il faut juste enlever le 0 qui est ici. Et la dernière version preview, la 19.09. Donc, on est sur une version stable aujourd'hui en 19.10. Peut-être qu'ils ressortiront d'autres previews, mais pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Donc là, tu viens d'évoquer la bonne raison numéro 4, à savoir la mise à jour en continu. Oui, parce que contrairement à certains outils où quand il faut des mises à jour, on est obligé de réinstaller, par exemple, l'application, là, en fait, Windows Admin Center se met à jour continuellement via le Windows Update. Ce qui est intéressant puisqu'il n'y a pas besoin de refaire de réinstallation ou de relancer le processus. Pour peu que son certificat ait une durée de vie assez longue, eh bien, on ne s'occupe de rien. Windows Update met à jour l'application et on a tout de suite les nouvelles fonctionnalités disponibles directement. Très bien, merci. Merci pour cette précision. Donc, Bertrand, à ce stade, nous savons ce qu'est WAC. Nous venons de voir comment l'installer. Il faut maintenant le configurer et savoir comment l'utiliser. Oui, alors là, on va avoir évidemment une présentation un peu générale, mais oui. On a donc vu les scénarios de déploiement. Notre passerelle est installée. On s'est connecté dessus via notre navigateur. Donc maintenant, on va trouver quelques options liées à ça. Alors, déjà, la notion des accès à la passerelle, parce que après tout, l'idée, c'est pas que tout le monde puisse soit pas open bar, quoi. Donc, par défaut, là, je parle bien de l'accès à la passerelle elle-même, pas de la gestion des machines connectées. Donc, sur l'accès à la passerelle elle-même, on a deux groupes par défaut donc, qui sont dans les paramètres. On a les administrateurs de passerelle, les utilisateurs de passerelle. La différence, elle est simple. Un administrateur peut tout faire. Un utilisateur, lui, peut se connecter, sur la passerelle, se connecter sur une infra administrée, mais ne peut pas gérer tout ce qui est paramètres de la passerelle elle-même, voire les droits. Alors, justement, histoire qu'on ne soit pas dans le syndrome de la balle dans le pied, il est impossible de supprimer le groupe des administrateurs locaux comme groupe par défaut, comme administrateur de passerelle, de façon à ce qu'on ait toujours au moins quelqu'un qui puisse se connecter en tant qu'administrateur. Puisque je le rappelle, par défaut, c'est les groupes locaux qui sont utilisés. Néanmoins, Microsoft va préconiser de créer un groupe ou un ou des groupes Active Directory, groupe utilisateur ou groupe administrateur, et ensuite venir éventuellement modifier dans la gestion de la passerelle elle-même ces groupes de façon à dire, ben voilà, j'ai mon groupe AD utilisateur de la passerelle, et donc seules ces personnes-là peuvent se connecter. Les autres d'ailleurs, c'est simple, reçoivent un message d'erreur dans leur navigateur leur indiquant qu'ils n'ont pas les droits de connexion. Donc là, on était sur la gestion des accès à la passerelle. Après, une fois connecté sur la passerelle, je vais avoir donc cette notion d'administration de mon infra. Donc, la connexion sur mes machines. Alors, basiquement,
Si on ne fait, j'allais dire, rien de particulier, comment a-t-on les droits d'administration? Eh bien, on a les droits d'administration via les droits d'admin sur la machine elle-même. Droits d'administration locale ou droits liés à l'AD éventuellement si on s'est logué avec un compte de l'AD. Ici, on a une notion de délégation Kerberos à activer. Alors, elle n'est pas obligatoire. Son intérêt, c'est que quand on va se connecter sur des machines du domaine, eh bien, comment dire, on va bénéficier de l'authentification lors de la connexion à la passerelle, et pas l'ouverture de session, c'est la connexion à la passerelle, en ouverture de session indirectement, qui fait qu'on n'aura pas on ne va pas nous redemander de nous authentifier pour nous connecter sur les machines. Ça, c'est dans le cas classique. Sinon, si on est sur des machines, par exemple en workgroup ou dans Azure, qui serait également workgroup, là, effectivement, on nous demandera une réauthentification. Donc la délégation Kerberos, c'est pour les machines jointes au domaine. Alors accessoirement, ça c'est donc basique, vous avez la possibilité d'avoir ici des rôles prédéterminés. Alors c'est ce qu'on appelle les rôles base access control, fonctionnalité Microsoft qui est intégrée à la passerelle et qui va dire, moi je décide que la personne, elle n'est pas juste administrateur, elle peut tout faire. Moi je veux qu'elle soit lecteur au niveau de l'infra par rapport à mes machines. Je veux qu'elle soit administrateur Hyper-V, pas plus, ou éventuellement, donc, pour le coup, on revient sur un rôle d'administrateur aussi. Sauf que, si on décide d'activer ces rôles spécifiques, on ne peut le faire que conjointement à l'activation de fonctionnalités Just Enough Administration liées à Microsoft qui sont arrivées avec Windows Server 2016. Sauf que là, ça demande la mise en place d'une infra tout à fait spécifique avec une forêt bastion et donc toute une infra, donc JEA, arrivée avec 2016, qui doit pouvoir fonctionner conjointement avec ces rôles-là. Donc possible, moins simple à mettre en œuvre quand même au final. Alors, quelque chose de très intéressant aussi dans Windows Admin Center, c'est l'ouverture de l'écosystème Microsoft. C'est-à-dire que Microsoft a ouvert effectivement son Windows Admin Center à des éditeurs tiers, ce qui fait que ces éditeurs tiers ont la possibilité, s'ils le souhaitent, de développer donc des extensions. Ces extensions, via le portail lui-même, peuvent être directement téléchargées et installées. C'est très simple à faire. Ça fonctionne sous forme de package. Et puis, une fois que vous avez installé ces packages fournis par des éditeurs tiers, eh bien, vous allez pouvoir administrer, comment dire, des périphériques, des outils, des logiciels, enfin, des choses liées à ces éditeurs via votre console. Donc, ça aussi, c'est du développement continu. Il y a tout un chapitre, tout un support Microsoft qui explique comment on peut décider de développer ces extensions pour les mettre à disposition au sein de la console elle-même. On pourra peut-être, je tâcherai de vous montrer ça à la fin sur la plateforme de Nemo. La notion de connexion partagée, c'est l'idée que à chaque fois qu'un utilisateur se connecte et qu'il a les droits, j'allais dire, de connexion, en fait, la console est vide. Et chaque utilisateur va ajouter les propres machines qu'il souhaite administrer. Ça laisse une grande liberté, mais après, on peut considérer qu'en tant qu'administrateur de la passerelle, on souhaiterait que, quand un utilisateur se connecte, il ait au moins un certain nombre de machines prédéterminées qui s'affichent. Eh bien, dans les paramètres de Windows Admin Center, on peut positionner dans un espace connexion partagée un certain nombre de machines. Et quand un utilisateur se connecte, par défaut, toutes ces machines s'affichent. Il ne peut pas les modifier, il les a forcément. Ensuite, libre à lui ou pas d'en ajouter certaines qui peuvent le concerner. Donc, les connexions partagées, ça correspond à cette petite fonctionnalité. Accessoirement, quand même, c'est pas négligeable. Si jamais vous aviez des bugs ou des problèmes liés à votre passerelle Windows Admin Center, sachez que donc dans l'observateur d'événements, dans un journal par contre tout à fait spécifique, ça ne s'invente pas, vous pourriez avoir ici des événements identifiés de type SME Gateway, donc événements de type 4000, qui vous diraient et qui loguent et qui vous disent quel type de problème ou si vous avez des problèmes sur votre passerelle. Voilà, là aussi quelques petits compléments intéressants.
vous voulez vous connecter sur votre infra, sauf que votre infra, c'est 300 serveurs. Se connecter un par un, ça risque d'être un petit peu long. Donc, on a ici la possibilité d'importer des serveurs en bloc par un fichier CSV. Autre chose, hein, depuis maintenant quelques années, tout ce qui est fait, tout ce qui est exécuté sur des serveurs Windows est fait par le PowerShell. Eh bien, en tout cas pour des vertus informatives et pédagogiques, Microsoft vous propose via la passerelle de voir quels sont les scripts PowerShell qui sont exécutés quand vous faites des actions, ce qui vous permet, pourquoi pas, de les récupérer pour votre propre usage. Accessoirement, on a un système de tags, de balises, qui permet d'identifier les machines. L'intérêt étant que on peut derrière faire du filtrage. On peut faire du filtrage et d'affichage et de recherche, ce qui est toujours intéressant. Donc, quelques éléments présentés ici. Très bien. Ouais, Bertrand, je pense qu'on peut dire, enfin en tout cas moi j'ai envie de le dire, que maintenant nous avons une bonne connaissance de WAC. Nous venons d'installer la plateforme, de la configurer et de l'utiliser. Comme tout nous montre à travers cette slide, il nous reste à voir comment l'intégrer au service hybride Azure. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on voit bien que là, le Microsoft avait donc sa console de gestion Azure d'un côté, si on avait de l'infra. On avait des outils de type Server Manager, SCCM, RSAT, etc., qui avaient des fonctionnalités de gestion. Mais là, en fait, il nous présente une console qui peut se connecter à la fois sur des machines en local, mais si on le désire, aussi des machines et des services dans Azure. Alors, on va avoir deux types d'intégration par rapport à Azure. Donc, on va se faire en 3 étapes. Alors, une première étape qui va devoir consister par le fait d'enregistrer sa passerelle dans la console Azure. Pour ceux qui font un peu d'Azure, ça va leur parler. C'est-à-dire qu'en fait, on enregistre sa passerelle dans la console Azure pour que cette console puisse récupérer des droits d'administration de façon à ce qu'en exécutant des actions dans cette passerelle, eh bien, ces actions puissent être répercutées automatiquement dans votre infra Azure, à travers les rôles donc ici on voit bien de propriétaire ou de contributeur. Donc première opération, on enregistre sa passerelle dans Azure, le lien est fait. Une fois que sa passerelle est enregistrée dans Azure, on va pouvoir administrer à la fois des machines ou des services. Donc nous venons de voir là une 5e et dernière bonne raison, enfin dernière bonne raison entre guillemets, mise en avant aujourd'hui, qui est le pilotage centralisé avec Azure. Oui, parce qu'effectivement, bon, je dirais que si on a une infra dans Azure, ça ne s'exonère pas de se connecter dessus pour la piloter, mais en tout cas, quand on parle d'infra globale entre celle sur site, on-premise et Azure, ça peut s'avérer très pratique d'avoir cette interconnexion. Alors, comment ça se présente? Alors, première chose qu'on peut connecter, des machines virtuelles. Donc, comment on va connecter des machines virtuelles Azure dans notre Windows Admin Center? Deux façons. Soit on monte un VPN, comme ça on a une connexion sécurisée et on ajoute ces machines via leur IP privée. Soit, si on a décidé d'attribuer une IP publique à ces machines dans Azure, eh bien, à condition donc d'avoir ouvert un port de pare-feu, on va pouvoir connecter ces machines via leur IP publique directement. Ce qui est peut-être quand même un peu moins sécurisé. Enfin, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais disons qu'il y a forcément à ce moment-là des choses un peu plus spécifiques à gérer. Bon, première chose, on connecte les machines. Deuxième chose, les services. Alors, les services, c'est quoi? C'est que au fil de l'eau, Microsoft ajoute des services Azure interconnectés avec le Windows Admin Center qui vont permettre d'avoir une gestion intermédiaire. Alors, c'est ce que je précisais un petit peu en bas ici dans la slide, c'est que ça n'exonère pas de connaître quand même les services que l'on veut associer. Parfois, il faut faire un petit peu de paramétrage dans Azure, mais grosso modo, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ici, même si la mise en place peut demander des connaissances sur ces services Azure, c'est que la gestion ensuite peut se faire directement dans la console. Exemple typique, vous décidez de dire, moi j'ai une machine sur site, j'ai envie qu'elle soit sauvegardée via mon Azure Backup. Vous avez configuré votre Azure Backup dans Azure, mais ensuite vous activez le service dans votre Windows Admin Center et à partir de là, eh bien voilà, vous pouvez en quelques clics lancer une procédure qui va sauvegarder vos machines automatiquement dans Azure. Vous retrouvez voilà ce genre d'interaction pour de la récupération de sites, de la synchro de fichiers, du monitoring, du Windows Update, du VPN, pourquoi pas, voire de l'Azure AD Authentication. Ça, je le fais une toute petite précision. On parlait tout à l'heure des utilisateurs et administrateurs de passerelles.
on peut ajouter une couche de sécurité supplémentaire sur les connexions en décidant que, au-delà d'appartenir à un groupe Active Directory, eh bien, j'aurai une authentification Azure AD supplémentaire pour m'autoriser à accéder à la passerelle. En tout cas, toujours est-il que cette interconnexion de services Azure se révèle assez souple et assez pratique. Allez Bertrand, libère-toi, libère le formateur qui est en toi. Fais une belle démonstration pour mettre en lumière tout ça, en illustration. Alors, une petite démonstration. Ici, j'ai une infra très simple, hein, dans laquelle il y a un cluster de montée, contrôleur de domaine. Ici, donc, un routeur qui va donner de l'accès externe. Donc, on va avoir de l'accès externe, comment dire, en routage. Alors, ici, une infra Azure avec des machines, une par laquelle je vais me connecter via un VPN et une directement via une IP publique. Donc, on va aller voir tout de suite cette infra. Donc ici, si je bascule, je vous le montre vraiment très rapidement, vous voyez, une infra, ici le cluster, un routeur, contrôleur de domaine, client et une machine dédiée Admin Center. C'est sur cette dernière que je me connecte. Ici, j'ai mon VPN dans Azure qui est lancé. Ici, je lance ma console. Je vais avoir une demande d'authentification. Donc, ma console se lance. Et je vois ici mon infra. Donc, je vois ici, par exemple, une connexion sur une machine Azure en IP privé par le VPN, via une IP publique, ma machine Admin Center, du client Windows 10, du serveur, du cluster, du serveur lié au cluster. Ici, mes tags qui vont me permettre, si je le souhaite, de faire de la recherche ou du filtrage. Donc, j'ai ici les machines. C'est là que je vais pouvoir décider de connecter, voilà, les autres sources de mon infra. Je vais trouver ici quelques paramètres liés à ma passerelle, donc la connexion au service Azure. Alors après, je ne vais pas rentrer dans le détail. On a ici la notion d'extension dont je vous parlais, c'est-à-dire qu'ici, vous voyez Dell, Fujitsu, etc. Donc disponible. Mon container, il me suffit de venir ici, de faire un install et mon extension est installée. Donc ici, par exemple, vous pouvez voir que j'ai installé une extension Active Directory qui me permet de gérer mon AD à partir de mon Windows Admin Center. Donc les accès ici rapidement, vous voyez, donc mes accès en tant que Gateway User, Gateway Administrateur, la couche de sécurité Azure AD si on le souhaite, les connexions partagées qui font que toute machine ajoutée ici apparaîtra forcément pour mes utilisateurs, un accès Internet qui peut être contrôlé d'une certaine façon, et puis après, bon, des choses liées au développement, etc. Donc ça, c'est la présentation générale. Donc si je reviens ici, je vois toute mon infra. Je peux filtrer directement ici sur la notion de serveur, de cluster. Alors, faire une petite démonstration. Donc, si je décide de me connecter sur un cluster, sur un serveur. Donc, vous voyez, pas d'authentif AD grâce à la délégation Kerberos. Je vois toujours ici une vue d'ensemble de mon infra lié à ma machine et de ses performances. Et voilà tout ce que je peux gérer. Donc, vous voyez, je vous avais dit que j'avais ajouté ici une extension Active Directory. Eh bien, elle va me permettre, si je le souhaite, d'administrer mon Active Directory. Accessoirement, vous voyez que vous retrouvez énormément de choses, parfois même des services. Je pense par exemple à de la migration de stockage, de la réplication de stockage, des services qui avant n'étaient utilisables qu'en PowerShell et qui sont maintenant possibles graphiquement. De la connexion PowerShell que vous pouvez avoir. Ça veut dire que vous pouvez, sur n'importe quelle machine, vous connecter et voilà, et l'administrer comme si vous étiez devant. Donc ça, c'est pour un serveur. Alors, sur les services hybrides Azure, j'en profite avant de faire la connexion sur le cluster. Donc là, collecte des informations liées à ces services hybrides. Donc évidemment, toujours le temps de la récupération des données. Voilà. Donc je vois que par exemple, sur cette machine-là, j'ai activé la notion de backup et d'update. Je pourrais en ajouter d'autres, pourquoi pas. Voilà. Et donc j'aurai forcément un assistant de configuration. On prend le Azure Backup. Ben voilà, typiquement, je l'ai configuré dans Azure. J'ai décidé de sauvegarder mon DC dans Azure. Et je vais avoir ici une vue d'ensemble qui va me permettre de voir ce backup. Donc, c'est assez sympa quand même en termes d'affichage.
Quand il y a l'affichage. Quand il y a affichage, voilà. Ici, vous voyez, je vois ma sauvegarde, je vois que j'ai des jobs en route, je vois que j'ai mes points de récupération ici qui sont faits. Donc, vue d'ensemble. Donc, voilà, je ne peux pas rentrer dans le détail de tous les, comment dire, de toutes les autres fonctions, mais il y en a pas mal. Dernière chose, quand même, une connexion sur un cluster. Donc, récupération des informations du cluster, qui est d'ailleurs un cluster hyper convergé avec S2D. Donc voilà, donc vous voyez ici l'ensemble de votre cluster, le stockage, l'état de santé, je dirais. À partir de là, vous pouvez voir ici, ici l'ensemble des disques qui me sert à faire mon stockage, mes volumes. Et ce qui est très intéressant, c'est que je vais trouver ici, alors évidemment, les serveurs constitutifs du cluster, mais aussi, bien sûr, les machines virtuelles qui, par exemple, j'ai implémentées dans mon cluster. Pourquoi je vous montre ça? Parce que vous voyez, vous pouvez gérer votre cluster à partir de cette console. Vous avez ici l'inventaire de l'ensemble de vos machines et surtout, eh bien, vous pouvez ici les administrer également. C'est-à-dire décider de faire effectivement du déplacement du basculement. Vous pouvez, pourquoi pas, créer une nouvelle machine virtuelle directement à partir d'ici et qui s'implémentera dans votre cluster. Là aussi, hein, énormément de choses. Je ne rentre pas dans le détail. Une dernière, vraiment toute dernière chose, j'ai une machine dans Azure, eh bien, je peux me connecter dessus. Et là, forcément, j'ai une demande d'authentification puisque cette machine n'est pas dans le domaine. Mais vous voyez, vous rentrez les informations. Vous avez même le manage as qui peut se servir. Donc forcément, hein, c'est pas du tout exhaustif, et c'est vraiment une présentation rapide des possibilités que permet la console Admin Center. Et il faut savoir qu'elle est en développement continu, donc chaque fois de nouvelles fonctionnalités vont apparaître et vont venir. Voilà, vous voyez, on retrouve ici les mêmes informations. Alors, je reviens du coup sur ma maquette. T'es frustré là, t'aurais voulu aller plus loin. Oui, j'aurais voulu aller bien plus loin, sûr. forcément. Ah oui, évidemment, mais ça reste une démonstration. Exactement. Ok, bon, merci Bertrand pour cette démo. Écoutez, pour moi de vous dire qu'on arrive bientôt quand même à la fin de ce webinaire, mais ça passe assez vite. Et puis juste avant de passer à notre autre jeu, je ne peux pas résister à l'envie de vous dire que si vous souhaitez aller plus loin et notamment voir tous les détails que Bertrand n'a pas pu vous montrer, nous vous proposons chez AnyService une formation de 2 jours sur la mise en œuvre de Windows Admin Center. Alors sachez qu'à l'issue de cette formation, vous serez en mesure de gérer une infrastructure sur site et ou une infrastructure hybride Azure. Alors bien sûr, nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire, tant sur le programme que sur les modalités pédagogiques par exemple. Bien, Bertrand, on a promis un petit jeu, donc c'est le moment. Allez. Donc je vous rappelle qu'un livre numérique est à gagner. Pour cela, il vous suffit de répondre par écrit à la question que va vous poser Bertrand. Vous avez jusqu'à la fin du webinaire pour répondre. Un tirage au sort parmi les bonnes réponses sera effectué. Vous serez prévenu si vous êtes l'euro gagnant. Donc Bertrand, si tout a bien été attentif, ça devrait être facile. La question, quelle est la question? Quelle est la question? Bon, allez, roulement de tambour. Allez. Simplement, dites-moi quelle est la dernière version stable, la dernière numéro de version stable que Microsoft a édité pour son Windows Admin Center. Bon, pour laisser une chance à tout le monde, moi je joue pas. Hein, d'accord. Oui, c'est vrai. Sinon, ce serait trop facile. Ah, ça serait faussé. Ok, merci beaucoup. Écoute Bertrand, tu viens de poser une question, mais je pense que maintenant c'est à toi de répondre à toutes les questions qui ont été posées. Alors n'hésitez pas, effectivement, si vous avez quelques questions. J'en profite pour souhaiter bonne année à Christian qui est connecté aussi, et ainsi qu'à tous, mais à lui particulièrement. Voilà, donc alors après, bien sûr, comment les packages sont mis à jour en automatique? Alors, je vois sur cette question-là, alors les packages sont mis à disposition en fait via une URL que vous renseignez dans la passerelle, URL qui est mise par défaut par Microsoft. Vous installez vos packages et ensuite, quand vous avez des mises à jour, vous êtes prévenu et vous avez juste un clic à faire pour que ces packages soient mis à jour. Alors là, je parle bien des extensions, hein. Je parle des extensions fournies dans la passerelle. Si c'est la mise à jour de la passerelle elle-même, je rappelle que c'est via le Windows Update que c'est fait automatiquement. Alors, on peut gérer une infra hyperconvergée Nutanix sur WAC. Alors, pas pour l'instant, mais je ne serais pas étonné que Nutanix fournisse, enfin, je ne peux pas l'affirmer, mais disons que Nutanix pourrait fournir là aussi des notions d'extension qui permettraient peut-être d'intégrer une infra hyperconvergée Nutanix
et qu'elle soit administrable via cette passerelle. Mais en l'état aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Et de toute façon, je vous dirais que ici, ça peut se vérifier. Alors, parce que comme c'est mis à jour régulièrement dans les extensions, on peut vérifier, vous voyez, il y a du Fujitsu. Donc, ça, c'est toutes celles qui sont disponibles. Vous voyez, une nouvelle version quand ça arrive. Mais je vois que non, il n'y a pas de Nutanix. C'est bien ce qui me semble. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Hein. Les versions Linux, non. Mais non, mais alors, pour l'instant, il n'y a pas de support de Linux. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous connecter. Ah oui, alors, alors, il y a deux choses. Donc, on ne peut pas se connecter sur des machines Linux. Peut-être ça viendra plus tard. Enfin, autrement, si c'est une question de navigateur, je n'ai pas fait l'essai. Mais j'imagine qu'à partir d'un navigateur fourni dans Linux, on peut se connecter. Mais accessoirement, pour l'instant, on ne peut pas se connecter sur des machines Linux. Pas de gestion des bases de données à ma connaissance. Là aussi, est-ce que Microsoft sortira des fonctionnalités supplémentaires? Peut-être. On peut se connecter sur les serveurs hébergeant les bases de données, mais pas les bases de données elles-mêmes. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez encore des questions. Qu'est-ce que j'ai comme dernière info de mon côté ce que je peux vous montrer ici. Donc ça, c'était les extensions. Oui, bah tiens, l'URL, puisqu'on en parlait. Voilà, vous avez ici l'URL qui permet de récupérer les extensions mises à disposition. Alors, Microsoft part du principe qu'on pourrait y en avoir d'autres, mais je ne m'en connais pas. Alors, je dis pour exécuter le PowerShell à distance sur des PC Windows 10. Je peux trouver d'autres solutions. Ah, alors là, effectivement, on rentre un petit peu dans du technique. Alors, est-ce que c'est lié à la dernière version de Windows 10 qui pose souci? Service WinRM, puisqu'en fait, c'est vraiment du WinRM qui est exécuté derrière. Donc, je pense qu'il faudrait, à mon avis, évidemment, essayer de tester si vous pouvez faire de l'administration à distance simplement via le PowerShell. S'il n'y a pas de souci, on pourrait imaginer que ça vient de la passerelle. Si vous avez des soucis, alors peut-être le service WinRM sur Windows 10. Alors, je vois qu'il y a une question sur donc une notion d'URL externe et interne. Oui, si c'est sur la connexion effectivement liée à la passerelle, on peut tout à fait avoir une URL interne-externe. Alors après, il y a plein de façons de le monter. Hein. Ça peut être effectivement, pourquoi pas, avec un web application proxy et effectivement une connexion, une redirection d'URL, publication DNS derrière. Mais effectivement, on peut avoir tout à fait une URL en interne et en externe. C'est tout à fait gérable. Alors, je vois que j'ai une question sur le fait que l'URL s'installe au début et peut être modifiée. Alors, effectivement, par défaut, on va avoir la gestion du certificat. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est vrai que quand on installe, on va récupérer le certificat. Alors, je vous parle de l'Active Directory. On récupère le certificat, on va donc le renseigner. Et il faut déjà renseigner les URL dans le certificat. Mais une fois que vous avez renseigné les URL dans le certificat, moi, je sais que par exemple, je fais un alias. Vous voyez, j'ai fait un alias dans le DNS qui ne correspond pas du tout au nom de ma machine ici. Et grâce à cet alias, je peux me connecter finalement avec n'importe quelle URL. Ce qui est important, c'est de l'avoir mis dans le certificat et d'avoir géré le DNS, l'enregistrement DNS. Voilà, donc je vous laisse continuer à jouer. Je vois qu'il y a déjà pas mal de bonnes réponses, c'est bien. Écoutez, je vous remercie en tout cas pour votre attention. Je crois que David a un petit complément à vous dire. Non, c'était juste effectivement préciser que on arrivait à la fin de ce webinaire. Nous espérons vous avoir éclairé, enfin en tout cas Bertrand, hein, parce que moi à mon niveau j'ai pas eu un apport très technique. Je te remercie Bertrand pour ta présentation. Merci à tous pour votre participation. Vous étiez assez nombreux ce matin et ça nous fait vraiment très plaisir. Alors si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Alors oui.
je vous conseille très sincèrement, si elles sont d'ordre purement technique, et ça vous l'aurez compris, c'est Bertrand en priorité. Et pour tout ce qui ne serait pas purement technique, bah, vous pouvez mettre ou Bertrand ou moi, il n'y a pas de problème. Avec plaisir, on accueillera vos questions et on y répondra. Juste pour info, à partir de la semaine prochaine, tout début de la semaine prochaine, vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube d'ENI la vidéo enregistrée du webinaire. Voilà, donc bah, nous espérons vous revoir lors d'une prochaine conférence, bien sûr, évidemment à l'occasion d'une formation. Nous vous remercions encore une fois et nous vous souhaitons une très bonne journée à tous et par anticipation un très bon week-end. À très bientôt, au revoir. Merci à vous tous, bon week-end, au revoir.